En un an, l'Alliance des États du Sahel a bouleversé l'équilibre régional. Sortie de la CEDEAO, création d'une force unifiée, diversification des partenaires, affirmation d'une souveraineté assumée. L'AES ne parle plus de transition, elle parle de transformation. Mais derrière les discours et les symboles, une question demeure. Ce projet peut-il durer? Sécurité, monnaie, développement, pression géopolitique, les défis sont immenses. Dans cette vidéo, nous revenons sur les moments forts du débat pour comprendre ce qui se joue réellement. Entre ambition confédérale et réalités économiques, l'année 2 sera décisive pour l'avenir du Sahel. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Les 24 et 25 février 2026 à Ouagadougou, une page décisive de l'histoire du Sahel s'est écrite. Dans le secret des délibérations, les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel ont validé l'an 2 de leur feuille de route. Si le contenu exact de ce document reste pour l'heure sous scellé, l'ambition, elle, est affichée, transformer un pacte de défense de circonstances en une confédération robuste et pérenne. Après une première année marquée par des ruptures diplomatiques fracassantes et des défis sécuritaires non encore totalement maîtrisés, l'AES entre désormais dans l'âge de la construction. Mais entre les discours de souveraineté et la réalité du quotidien des populations, des questions demeurent. Quelles sont les priorités vitales qui doivent figurer dans cet agenda confidentiel? Le rêve d'une monnaie commune et d'un espace économique intégré est-il à portée de main? Et enfin, quelles sont les chances et conditions de réussite de ce projet de confédération face aux pressions géopolitiques mondiales? Pendant 90 minutes, nous allons lever le voile sur les enjeux de cette phase 2 de l'AES. Avec nos invités au plateau, nous allons analyser, décortiquer et anticiper ce que sera l'AES de demain. Avec nous, Didier Nourdine Alou. Mon cher Didier, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tous les téléspectateurs et bienvenue. Didier Alou est journaliste, consultant en communication pour un changement de comportement social et puis directeur général de la structure Africa Développement en abrégé Africa Dev. À ses côtés, l'homme qui ne bouge pas, qui n'a pas bougé non plus aujourd'hui, son Excellence Sagoyou Kegeoui. Bonjour. Bonjour Gilles, bonjour aux téléspectateurs et bon dimanche à tous. Vous êtes journaliste de profession, ancien ambassadeur du Togo, notamment en Allemagne, Burkina. Grosse surprise à l'an 2 de la feuille de route de l'AES, c'est le thème. Vous êtes conviés, comme d'habitude, à enrichir cette émission avec vos contributions via principalement WhatsApp, plus 228 96 08 43 43. Écrivez-nous. Commentez également cette émission sur les réseaux sociaux qui nous relaient en direct, notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Likez cette émission pour la protéger et abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et maintenant, pour commencer, nous allons faire un bilan éclair de la première année de l'AES. Didier Alou, l'an 1 était celui de la survie et de la rupture. Après le retrait de la CEDEAO, la signature du pacte de défense. Quel est l'acte fondateur qui donne aujourd'hui une crédibilité à l'an 2 de l'AES selon vous? D'abord, avant de parler de l'acte fondateur qui crédibiliserait l'an 2, il faut d'abord questionner l'existant. Il faut regarder d'abord la feuille de route de l'an 1, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qu'il faut renforcer. Donc, souvenez-vous que pour les principaux objectifs de l'an 1, il était question d'établir une défense collective via la charte du Liptako-Gourma qui comporte 17 articles, avec une lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée de manière accrue, ainsi qu'une assistance en cas d'agression. Toute attaque contre un membre est considérée donc comme une agression contre tous, priorisant la souveraineté et l'intégrité territoriale. Alors, qu'est-ce qui a été réalisé que nous pouvons citer aujourd'hui comme acquis? C'est évidemment la sortie actée définitive de la CEDEAO, mais avec un maintien pour le moment dans l'UEMOA pour atténuer les chocs économiques. Il y a la mise au point d'une force effectivement unifiée pour contrer les menaces terroristes. Nous avons l'initiative au sommet de juillet 2024
où on a assisté au lancement d'un passeport biométrique, d'une banque d'investissement aussi, qui a été aussi lancée récemment avec un fonds de stabilisation et le lancement de médias spécialisés. Ainsi donc, on a assisté, vous l'avez certainement remarqué, à la diversification des partenaires internationaux. Notamment, on a assisté à une sorte de pivot vers l'Asie, le Moyen-Orient, vers la Russie également, et la suppression des frais de roaming pour favoriser la connectivité. Alors, la force unifiée de l'AES, forte de 6 000 hommes, telle que ça fonctionne, elle est déjà une force confédérale. Parce que c'est les 3 pays qui ont leur force réunie et qui ont un état-major, un seul état-major pour les 6 000, et l'état-major est basé à Niamey. L'état-major étant basé à Niamey, il est dirigé par un colonel burkinabé. Et en plus de ça, il faut voir peut-être dans l'équipement et le fonctionnement, le financement de cet état-major, c'est un financement qui vient des 3 pays. Donc, et n'oubliez pas que dans tous les 3 pays de l'AES, il y a un fonds de solidarité nationale qui est créé et qui est financé sur fonds propres. C'est les citoyens eux-mêmes qui cotisent, on appelle ça effort de guerre. Il faut bien voir ce qui est en train de se passer dans le Sahel. C'est un exemple à suivre. Chaque fonctionnaire, sur chaque salaire à la fin du mois, il y a un pourcentage qui est prélevé à la base et qui est reversé directement à ce fonds et que ce fonds, dans chaque pays, reverse à cette force. Donc, c'est les citoyens sahéliens eux-mêmes qui financent sur fonds propres cette force unifiée. L'effort de guerre vient directement de la poche des citoyens d'abord. Et ensuite, les équipements, la formation, tout ça est recherché avec les partenaires que nous connaissons. Le défi aujourd'hui pour les pays de l'AES, c'est la sécurisation des frontières extérieures de ces pays-là. Les frontières extérieures, c'est les frontières que chaque pays de l'AES a avec des pays qui ne sont pas membres. Mais donc, il y a 2 sortes de frontières pour l'AES. Les frontières intérieures, quand vous prenez la frontière entre le Burkina et le Niger, c'est une frontière intérieure. Quand vous prenez la frontière entre le Niger et le Bénin, ça, c'est une frontière extérieure. Donc, pour les frontières intérieures, en ce qui concerne l'AES, la sécurité est déjà bien maîtrisée. Le défi maintenant, c'est autour des frontières extérieures, c'est-à-dire les pays qui ne sont pas membres de l'Union, entre le Mali et l'Algérie, par exemple. Si je pratiquais la langue de bois, j'allais dire oui. Or, on ne peut pas pratiquer la langue de bois ici parce que la CEDEAO a pour objet de soutenir des intérêts extérieurs de l'OTAN pour martyriser les populations souverainistes africaines dans le Sahel, en quoi leurs forces peuvent être complémentaires. Je ne serais pas surpris que les 2000 hommes soient mandatés demain pour aller attaquer les peuples du Sahel. Parce que c'est ça l'intérêt extérieur qui aiguillonne la CEDEAO. Ceci dit, si la CEDEAO voulait vraiment lutter contre les terroristes, je ne suis pas militaire, je ne suis pas un spécialiste des questions sécuritaires, mais quand même, j'ai assez de jugeote pour savoir que 2000 hommes, pour un espace, même si la sortie des 3 pays du Sahel laisse de la CEDEAO juste une petite bande côtière, nous sommes d'accord que 2000 hommes, c'est une plaisanterie. Donc ça veut dire que la CEDEAO n'a même pas conscience des dangers que constitue la problématique des terroristes. 2000 hommes pour aller où? Alors que superficie, il reste quand même un bon morceau. Population, le Nigeria seul, tu sais qu'il fait au moins 240 millions d'habitants. Je ne te cite pas les autres pays qui, au point de vue population, ne sont pas négligeables. Si dans tout ça, on ne peut pas faire une vraie armée et qu'on choisit seulement 2000 hommes, bon, tu sais bien que ce n'est pas pour combattre les terroristes. Ce serait pour voir comment combattre les Noirs qui osent vouloir se libérer des Blancs. Donc, les troupes de la CEDEAO, en aucun cas, ne seront jamais complémentaires des troupes de l'AES. Si l'avenir me demande, tant mieux, je serai le plus heureux de voir que demain, les troupes de l'AES et les troupes de la CEDEAO travaillent ensemble
Contre qui? Il ne peut pas travailler contre le terrorisme parce que la CEDEAO a fait le choix déterminé du terrorisme, du soutien absolu, visible au terrorisme. Chaque fois que la CEDEAO menace, c'est d'aller attaquer des pays qui luttent contre les terroristes. Si tu n'as jamais entendu la CEDEAO menacer les terroristes, bon, il faut me rafraîchir la mémoire. Ça n'est jamais arrivé et ce n'est pas demain matin que ça va arriver. Donc, c'est pitoyable. Regarde ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Tous les peuples du monde se mettent ensemble pour être forts et défendre leurs intérêts. Et tu viens ici chez les nègres, tu vois des gens qui mesurent leur importance par le degré d'amour que leur porte un petit blanc. Ah, le petit blanc là, il m'adore, donc ok, ma population, les terroristes peuvent les tuer, ce n'est pas un problème. Voilà la CEDEAO. Beaucoup se demandent la place qu'occuperait l'indépendance économique dans la feuille de route de l'an 2 de l'AES. On parle beaucoup d'une monnaie commune ou de l'abandon du franc CFA, Didier. Est-ce un projet réaliste pour 2026 ou une priorité prématurée? Avant de répondre à cette question, vous me permettrez de donner raison à l'ambassadeur sur la question précédente. La CEDEAO, c'est 450 millions d'habitants avec une superficie de près de 2 400 000 km². Et la CEDEAO monte une armée, on ne sait même pas comment ça fonctionne, de 2000 hommes. Alors, le Sahel, c'est 80 millions d'habitants, avec 6 000 hommes, et sur une superficie moindre. Donc, ça démontre déjà si vraiment... Une superficie plus le Sahel, ça fait... Plus, voilà, de 2 78 millions voilà. kilomètres carrés. Merci de rectifier. Donc, ça démontre déjà ce qui se passe au niveau de la CEDEAO. Est-ce qu'il y a réellement une volonté de pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme? Ce matin, on ne va pas revenir sur le fait que la CEDEAO est devenue un instrument aux mains des impérialistes. Ça, tout le monde le sait. On l'a souvent martelé sur ce plateau. Pour revenir à votre question, la question de la monnaie est une question centrale. C'est vrai qu'il n'y a pas une souveraineté complète s'il n'y a pas de souveraineté monétaire. Aujourd'hui, tout le monde, tous les Africains le savent, le franc CFA est une monnaie coloniale qui est en vigueur depuis 1945. Ça fait 81 ans de passage. Mais on sait également désormais que ce franc CFA en est pour quelque chose dans le sous-développement. Tous les pays qui utilisent le franc CFA n'ont pas réussi à sortir de l'ornière. Ça, et puis beaucoup d'experts le disent, il y a plusieurs raisons à ce sous-développement, mais la part du franc CFA est non négligeable. Mais en même temps, il faut qu'on se rappelle que battre monnaie n'est pas quelque chose qui se fait sur coup de tête. Il faut du recul, il faut des stratégies et il faut une forte technicité en la matière. N'oubliez pas que déjà ce que l'AES est en train de faire, ces ruptures avec l'impérialiste, ça crée déjà beaucoup de pression sur eux. Est-ce que ce basculement est suffisant pour compenser la rupture avec les partenaires occidentaux et régionaux? Bon, ça, Gilles Bocor, vous posez une question que nous posent souvent les colonisés endurcis qui refusent de se décoloniser. Mais vous parlez de compenser le partenariat avec les Occidentaux comme si on avait gagné quelque chose dans ce partenariat. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on a gagné? Depuis que nos pays coopèrent avec les Occidentaux, mais qu'est-ce qu'on a gagné dedans? Rien que la misère, le sous-développement. Mais comment maintenir cette flamme d'aventure dans certains de ces pays? Les dividendes économiques tels que le coût de la vie ou l'emploi tardent à se concrétiser, Didier Alou. Mais je ne sais pas si vous connaissez un pays où l'emploi des jeunes, la massification de l'emploi n'est pas un défi. L'ambassadeur l'a rappelé encore une fois tout à l'heure. Même les pays qui se disent les pays les plus développés sont confrontés à la dette.
et sont confrontés au sérieux problème de chômage de la jeunesse. C'est vrai que sur la durée, c'est l'économie qui compte. Mais peut-on bâtir une économie solide et prospère dans un cadre qui n'est pas sécurisé? Pour l'instant, la priorité pour les pays de l'AES, c'est de sécuriser leur territoire. Et vous savez qu'il y a beaucoup d'entités qui ne leur facilitent pas du tout la tâche. Mais je pense que Et l'AES travaille à renforcer le tissu économique, à travailler pour le développement. Hein. Si vous prenez le Burkina, on ne va pas revenir là-dessus. Vous avez vu, vous revenez, je dévoile un secret, vous revenez tout droit là de Ouagadougou. Vous avez pu, tout à l'heure, avant le démarrage de cette émission, vous m'avez confié qu'à Ouaga, que vraiment il y a des choses qui bougent, des choses qui changent. Et c'est pareil pour le Niger. Le Niger était de tout le temps frappé par l'insuffisance alimentaire. Mais aujourd'hui, avec le grand projet de la grande irrigation, vous avez vu que l'autosuffisance alimentaire le déficit est en train d'être rattrapé. Donc, il faut du temps. Et ce qui va permettre à ces pays-là de maintenir le cap et de maintenir l'adhésion populaire, c'est d'abord, la communication. Donc il faut que les dirigeants communiquent davantage avec la population, leur expliquer les enjeux, les sensibiliser à être plus patriotes. Et déjà ils sont patriotes, mais il faut renforcer le patriotisme au sein des populations. Et aussi, il faut que les gouvernants gouvernent très bien, parce que le problème de l'Afrique, c'est le problème de manque de justice sociale, c'est le problème de corruption. Didier Nourdine Alou, si vous aviez une seule recommandation à soumettre au secrétariat de l'AES pour cette année 2026, quelle serait cette recommandation? Mais c'est de maintenir le cap. C'est de maintenir le cap, de continuer à sécuriser l'espace. Parce qu'il y a un discours qui revient souvent et que les esprits faibles se laissent emballer sur cette question, parce que il n'est pas rare d'entendre dans certains médias, certains Africains disent notamment « ils ont pris le pouvoir pour raisons sécuritaires et qu'aujourd'hui, la sécurité n'est pas prise en charge, n'est pas correctement... » Mais est-ce qu'ils savent le nombre de pressions qui tombent sur ces pays-là chaque jour? Est-ce qu'ils savent le complot qui est orchestré contre ce pays-là chaque jour? Donc je crois que les pays de l'AES doivent maintenir le cap. C'est un jeu d'équilibre, ce n'est pas facile, c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que dans le même temps, il faut consacrer près de la moitié du budget à la sécurité et faire en même temps le développement dans un contexte de ressources limitées. Donc ce n'est pas du tout facile, il faut tout de même continuer à garder le cap.